Dans cette vidéo, nous allons faire le mouvement dans l'espace, c'est-à-dire que le mouvement se passe à 3 dimensions. Donc vous avez une trajectoire curviligne quelconque. Le mobile effectue un mouvement curviligne avec des virages, c'est-à-dire il peut monter, il peut descendre, il peut aller vers le haut, il peut aller vers le bas. Donc, nous allons en premier lieu étudier le mouvement en coordonnées cartésiennes. Donc je vais choisir un repère cartésien fixe, OX, OY, OZ. Donc faites très attention. Ici, on a 3 axes, OX, OY, OZ. Le mobile, qui se trouve au point M à l'instant T, est repéré par le vecteur position OM, ou bien R, d'accord, qui dépendent bien évidemment du temps. Alors, comme on l'a fait en coordonnées cartésiennes pour le mouvement de plan, il suffit juste d'ajouter la composante Z. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, le vecteur position OM de T est égal à X, U de X. Si je fais la projection du vecteur OM sur les 3 axes, et les 3 axes ont leur vecteur unitaire U de X, U de Y, U de Z, plus Y, U de Y, et j'ajoute tout simplement la composante Z, U de Z. Alors, le vecteur vitesse, ce sera D2OM sur dt, d'accord? Donc, ça sera tout simplement V égale à dx sur dt et de x plus dy sur dt et de y plus d2z, c'est la composante de z, u de z. Et pour l'accélération, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? A, ça sera dv sur dt qui est égal à d de vx sur dt u de x plus d de vy sur dt i de y plus d de v de z sur dt u de z. Ou bien, ça sera d2 de x sur dt2, la deuxième dérivée de x, i de x, plus la deuxième dérivée de y sur dt i de y, plus la deuxième dérivée de z sur dt i de z. Bien sûr, je peux écrire comme on a l'habitude de le faire. Hein. Je peux dire que le vecteur OM, si j'utilise les parenthèses, ça sera x de t, y de t et z de t. Maintenant, v, tout simplement, ça sera vx, vy, vz. Ça sera d de x sur dt, d de y sur dt et d de z sur dt. Et pour a, j'aurai ax, ay, az, qui sera égal à d de vx sur dt, ou bien d2 de x sur dt2. A de y, la même chose, ça sera d de vy sur dt, ou bien d de y sur dt2. Et pour az, la même chose, d de v de z sur dt, ou bien d2 de z sur dt carré. Il existe un autre système de coordonnées, dit coordonnées curvilignes. Ce système est très simple, pour une simple raison, on va se débarrasser de toutes les composantes vectorielles, que ce soit de la position, de la vitesse et de l'accélération. Alors si vous remarquez bien, OM, ce n'est plus un vecteur, ni une portion de droite, mais c'est une courbure, ça veut dire c'est un arc. Donc OM, ou bien si je choisis un autre point M à l'instant T', maintenant, si vous remarquez, OM n'est plus un vecteur, ni une portion de droite, mais c'est un arc, c'est une courbure. D'accord? On va appeler OM
S de t, pour dire que c'est l'abscisse curviligne. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Au lieu d'utiliser le vecteur position, eh bien, on utilise l'abscisse curviligne qui est un scalaire. Je peux définir la vitesse curviligne, v de t, en mettant d de OM sur dt ou bien ds sur dt. Là aussi, hein, c'est un scalaire. Donc, vitesse curviligne. Je peux aussi déterminer l'accélération curviligne comme étant dv sur dt ou bien d de s sur dt2 ou bien d2 de OM sur dt2. Et c'est l'accélération curviligne. Donc ce système de coordonnées, il a l'avantage de se débarrasser de la notation vectorielle. Un autre système aussi intéressant, mais à ce moment-là, on aimerait bien garder la représentation vectorielle et de la position et de la vitesse et de l'accélération, c'est le système de coordonnées intrinsèques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends la trajectoire de tout à l'heure. Hein. Ici, c'est le point M. Un instant T. Alors, en coordonnées intrinsèques, qu'est-ce qu'on fait? On confond l'origine avec le point M. D'accord? À ce moment-là, le vecteur position ou bien la position du mobile n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que l'origine est tout le temps confondue avec le mobile. Ça veut dire le mobile lui-même et l'origine, en fait. D'accord? Donc, ni le vecteur position, ni l'abscisse curviligne n'existent. Alors, dans ce système intrinsèque, qu'est-ce qui est important? C'est uniquement la vitesse et l'accélération. D'accord? Alors, quand vous avez vu en TP, on peut le démontrer, mais ce n'est pas je ne vais pas le faire ici. On sait que, bon, je l'écris, hein, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. D'accord? Ça, je l'écris. Alors, en cinématique, bien en physique, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Alors, pour étudier la propriété que le fait que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, nous allons choisir une portion courbe de la trajectoire. D'accord? Comme ceci. Nous allons considérer que le mouvement se passe dans ce sens. Alors, le mobile à l'instant t est au point M. Et nous allons choisir le centre de cette courbe, qui est dit le centre de la concavité. Hein, C. D'accord? Alors, chaque courbe, il faut savoir que chaque courbe est représentée par son rayon de courbure, ρ. Comme vous voyez, hein, ρ, à chaque instant, lui aussi, dépend du temps. D'accord? Donc, chaque courbe est caractérisée par un centre, qui est dit le centre de concavité, est caractérisé par le rayon de courbure ρ de t, qui lui, bien évidemment, dépend du temps. Alors, quand vous regardez, la vitesse étant tangentielle à la trajectoire, donc elle est toujours perpendiculaire, hein, au rayon de courbure. Donc ça, c'est V. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la vitesse, à chaque instant, est perpendiculaire au rayon de courbure. Cette caractéristique va nous permettre de définir deux axes qui sont l'axe de la tangente, d'accord, tout simplement l'axe porteur de la vitesse, donc T, et on a vu que pour trouver le deuxième axe, il suffit d'utiliser la règle de la main droite. Donc vous avez ici T,
D'accord? Alors, forcément, l'axe qui est perpendiculaire à la tangente, hein, passe par le centre de la concavité et c'est l'axe normal. Donc vous avez deux axes, l'axe tangentiel qui est l'axe de la tangente et vous avez l'axe normal. Ces deux axes sont caractérisés par deux vecteurs unitaires, U de t et UN. D'accord? Donc l'axe de la tangente et l'axe de la normale. Donc voilà, on a défini nos deux axes. Maintenant, nous allons écrire la vitesse dans ce nouveau système de coordonnées. La vitesse, je peux l'écrire comme étant le module de la vitesse fois U de t. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse en coordonnées intrinsèques. Avec V, qui est égal à V, la composante tangentielle, est égal le module de V. D'accord? Maintenant, pour déterminer la vitesse, l'accélération, on dérive la vitesse par rapport au temps. D'accord? Donc, ça sera d sur dt, v u de t. Donc, ça sera dv sur dt plus v d de u de t sur dt. Alors, la dérivée de u de t sur dt, comme on a vu tout à l'heure pour les coordonnées polaires, forcément, en utilisant la règle de la main droite, nous allons obtenir la dérivée de rotation de l'angle u de t, je vais l'appeler d alpha sur dt, fois u de n. D'accord? Et d alpha sur dt, je ne vais pas faire la démonstration, mais je vais juste vous montrer une propriété que vous avez vue au lycée. Si vous avez un cercle, d'accord? Ça, c'est le centre. Alors, quelle est la relation entre ce portion d'arc, ça c'est alpha, ça c'est le rayon R, d'accord? Et ça c'est S. Alors, quelle est la relation entre alpha, S, c'est la mesure de cet arc de cercle. Ça sera quoi? Tout simplement S, ça sera alpha fois R, ou bien R fois alpha. D'accord? Maintenant, si je veux déterminer la circonférence d'un quart de cercle, donc S un quart, ça sera quoi? Ça sera pi sur 2 fois R. Maintenant, la circonférence d'un cercle, S, un cercle complet, d'accord? Ça sera 2pi R. Donc, quelle est la relation entre alpha, S et R? Eh bien, tout simplement, vous avez alpha est égal à S sur R. D'accord? Ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est juste pour un rappel que je vais effacer. Donc, je vais garder uniquement S alpha qui est égal à S sur R. Alors, je vais utiliser cette propriété dans l'arc de la trajectoire que j'ai pris tout à l'heure. Ça veut dire ici. D'accord? Donc, si je considère que j'ai une variation infinitésimale de ρ, d'accord? C'est-à-dire ρ ne varie pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que S égale ρ fois alpha. D'accord? À ce moment-là, si je dérive par rapport au temps, ds sur dt, je vais obtenir deux termes. Donc j'aurai d de ρ sur dt fois alpha plus ρ d alpha sur dt. Mais comme j'ai dit, je vais prendre une variation infinitésimale de ρ. Ça veut dire que ρ, je considère comme étant constante à cet instant-là. Donc,
d de ρ sur dt est égal à 0. Donc on aura ds sur dt égale ρ d alpha sur dt. Seulement ds sur dt, on sait ce que c'est la vitesse. Donc ça sera v. À ce moment-là, d alpha sur dt, et vous le retenez bien, c'est toujours v sur ρ. Bon, c'est une démonstration assez simple, hein, c'est juste pour vous montrer que d alpha sur dt est égal à v sur ρ. Donc finalement, on peut écrire la vitesse v comme étant v de t u de t, et l'accélération a de t comme étant d de v sur dt, qui est égal à dv sur dt, u de t plus v carré sur ρ, u de n. Donc voilà les expressions de la vitesse et de l'accélération en coordonnées intrinsèques. Bien sûr, vous pouvez écrire que A, c'est AT plus AN, et vous avez toutes les relations qui restent valables. Ça veut dire que A égale racine de AT carré plus AN carré. D'accord? Et vous pouvez dire aussi que pour trouver les phases, hein, vous avez A fois V égale tout simplement, hein, vous avez une seule composante sur l'axe tangentiel, vous avez V de t fois A. D'accord? Mais V de t, c'est un module, il est tout le temps positif, donc V est toujours positif. Donc finalement, en coordonnées intrinsèques, d'accord, le produit scalaire A fois V est positif si vous avez la composante AT positif, et il est négatif si vous avez la composante AT négatif. Donc finalement, dans certains livres, vous trouverez que les phases accélérées ou décélérées dépendent justement du signe de AT. Si AT est positif, vous avez une phase accélérée. Si AT est négatif, vous avez une phase retardée ou bien décélérée. Maintenant, si je reviens aux coordonnées curvilignes, on remarque que l'accélération tangentielle, c'est l'accélération curviligne. C'est juste une remarque. Il existe d'autres systèmes de coordonnées que vous avez dans le polycope. Je ne vais pas les développer, mais je vais juste en parler. Donc vous avez le système de coordonnées sphérique, est caractérisé par les coordonnées R. R, c'est le module du vecteur position. Θ, c'est la projection c'est un angle qui est dû à la projection du vecteur position sur l'axe XY. Et vous avez gamma. Gamma, c'est l'angle que fait le vecteur position avec l'axe DZ. D'accord? Alors, le deuxième système de coordonnées est le système de coordonnées cylindrique. Il utilise ρ. ρ, c'est la projection de R sur l'axe XY. Le même angle θ, et vous avez Z. Z, c'est la coordonnée cartésienne. D'accord? Donc, ces deux systèmes de coordonnées ils sont utilisés, mais que vous pouvez trouver, que je ne vais pas développer, que vous pouvez trouver dans le polycope. Donc voilà, bien sûr, vous avez ici le vecteur unitaire U de R, U de θ et U de gamma. Et ici, vous avez U de ρ, U de θ et U de Z.
D'accord? Ce sont le système des vecteurs unitaires.